Bienvenue en Patagonie, très très loin de chez moi. Et alors là, cette fois-ci, on va pouvoir observer un tas d'animaux différents de ce qu'on a l'habitude de voir. Ça promet du très très lourd. Allez, let's go. Pour pouvoir observer les sublimes paysages et la faune patagonienne, je vais devoir me rendre à l'extrême sud du continent sud-américain. Il s'agit des terres les plus proches de l'Antarctique. Ici, au Chili, non loin de la frontière avec l'Argentine, se trouve un endroit unique au monde, le parc national appelé Torres del Paine. Dans ces lointaines contrées, les fjords de l'océan austral rencontrent les dernières cimes de la cordillère des Andes. D'immenses glaciers descendent des sommets et donnent naissance à des lacs qui s'étendent à perte de vue. Ces environnements rencontrent les vastes étendues arides de la plaine patagonienne, créant ainsi un lieu au paysage incomparable et un habitat pour une faune aussi riche qu'étrange. J'adore, hein. C'est tellement vaste. C'est fou. Ces lieux sont soumis à la rudesse des éléments, et en particulier au vent. Alors je dois dire que je suis pas un grand fan du vent. Ça m'empêche d'entendre bien les cris des animaux, les chants d'oiseaux. Puis même pour la voix, c'est difficile de l'enregistrer. Mais bon, on va faire avec, hein, évidemment, puisque le vent, c'est la spécialité du coin. Avec des rafales régulières allant de 100 à 150 km/h, le climat de cette région est particulièrement instable et changeant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il est possible ici de voir les 4 saisons en une seule heure. Mais ce matin, les conditions sont particulières. La plaine est étrangement calme. Alors par ici, les animaux sont beaucoup moins craintifs. Voilà, donc on devrait avoir de belles proximités, de belles photos. Ça risque d'être intéressant à ce niveau-là aussi. On va voir si on trouve nos premiers animaux. Depuis sa création dans les années 60, ce territoire protégé de plus de 200 000 hectares, soit 20 fois la superficie de la ville de Paris, est devenu un havre de paix pour la vie sauvage. Et avec le temps, les animaux d'ici ont fini par oublier la peur de l'être humain. Ça y est. Voilà notre premier guanaco. Écoutez, on va aller le voir, hein. Le guanaco est sans conteste l'un des animaux les plus emblématiques de la steppe patagonienne. Il est aussi l'ancêtre sauvage du lama, domestiqué il y a plus de 4000 ans de cela par les peuples des Andes. Mais contrairement au lama, le guanaco n'a rien de domestique. Reste à voir comment celui-ci réagit à mon approche. Mais à ma grande surprise, l'animal se révèle bien plus curieux que prévu. Deux guanacos qui viennent vers nous.
Cette mère et son petit ne sont pas seuls. Ils sont rejoints rapidement par le reste du troupeau. Ici, ces cousins sud-américains du chameau n'étaient plus que 80 avant la protection de cette région. Aujourd'hui, ils sont plus de 3000. Voilà. Ça c'est vraiment parfait. Les rencontres animalières qu'on aime. Ces animaux qui n'ont pas du tout peur. Qui passent, qui viennent à moi presque. C'est beau. Il y a des ossements un peu partout. En fait, comme un peu partout, il y a les charognards, les caracaras, les condors, qui jouent le rôle des boueurs en quelque sorte. On verra si on en croise quelques-uns. Pour ce qui est du caracara huppé, difficile de ne pas croiser ce rapace de la taille d'une buse. Les corbeaux et corneilles n'existant pas en Patagonie, ce rapace a pris la place qu'ils occupent dans l'écosystème, en tant qu'oiseau de proie, mais aussi charognard opportuniste. Cela dit, il paraît bien minuscule comparé au maître du ciel patagonien. Le condor des Andes, non content d'être un oiseau mythique, s'avère être aussi le plus grand rapace du monde, avec plus de 3 mètres d'envergure. Bon écoutez, je viens de repérer des animaux assez particuliers au loin dans la plaine, près des guanacos. Je vais essayer d'aller les voir. Le nandou, cousin de l'autruche africaine. Bien que beaucoup plus petit, cet oiseau est tout de même capable de courir à des vitesses impressionnantes, dépassant les 60 km/h. Le nandou vit dans les grandes et plates steppes herbeuses. Il n'est d'ailleurs pas rare d'en trouver aux côtés des guanacos. La vigilance de ces derniers est un bon moyen d'être averti en cas d'arrivée du puma, le principal prédateur de ces lieux. Bon écoutez, près des rochers, je viens de trouver un animal. On n'a absolument pas par chez nous. Et donc je vais essayer de vous le montrer s'il dépasse suffisamment des hautes herbes.
Ce petit animal fouisseur aux allures préhistoriques n'est autre qu'un tatou. Contrairement aux espèces tropicales, celui-ci est couvert de poils. Cette protection contre le froid lui permet de survivre aux hivers venteux au fond de son terrier. Elle a d'ailleurs valu à cette espèce le nom de tatou velu de Patagonie. L'après-midi touche à sa fin, et dans les turbulences provoquées par l'air chaud et venteux, un groupe de condors commence à se rassembler et tournoyer au-dessus de la brousse. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Vu leur nombre, il s'agit très certainement d'une carcasse de guanaco abandonnée là au petit matin par un puma. Pour moi, c'est une information intéressante. Ça veut dire qu'on est bien sur le terrain de chasse d'un puma, mais aussi qu'il pourrait prochainement revenir jeter un œil à la carcasse. Fin de la journée. Ça y est, les lumières s'adoucissent et deviennent idéales pour un photographe. C'est l'heure de faire ma première photo. Quoi de plus logique que de commencer par les fameuses torres? La nuit tombe. Avec le froid, les nuages commencent à descendre et recouvrent les plaines. Je vais bientôt manquer de luminosité pour les photos. Les guanacos, eux, se placent en sentinelle au sommet des collines, leur vue perçante à l'affût du puma. Bon écoutez, la journée se termine. La lumière va bientôt décliner dangereusement pour les photos. Et il va falloir que je quitte les lieux. Le parc dispose d'une réglementation stricte pour protéger la quiétude des animaux. Les sentiers ne doivent pas être quittés, et à la tombée de la nuit, il faut quitter les lieux pour éviter trop de rencontres entre l'humain et le puma, qui part en chasse au crépuscule. Le lendemain matin, je suis de retour. C'est mon dernier jour dans ce secteur du parc, et je reviens jeter un coup d'œil aux alentours de la carcasse. Les cris lointains d'un guanaco. Il semble avoir repéré quelque chose dans la steppe. Deux pumas, une mère et son petit. Il y en aurait une centaine dans le parc. L'adulte porte un collier émetteur pour permettre l'étude de ces fauves si discrets.
Le guanaco n'emmène pas large, mais heureusement pour lui, les deux félins disparaissent aussi vite qu'ils sont apparus. Les minutes passent, mais ils ne réapparaîtront pas. Après plusieurs heures de marche dans les plaines, j'arrive enfin à ma destination. Un environnement bien différent de ce que j'avais vu jusqu'à présent. Torres del Paine n'est pas seulement un havre de paix pour les mammifères. Près des nombreux étangs et lacs au pied des montagnes, une multitude d'oiseaux, 130 espèces, ont élu domicile. Canards, cygnes, busards ou encore ibis font partie des nombreux animaux observables sur les rives. Le flamand chilien est quant à lui impossible à manquer. Je continue mon chemin. Autour de ces points d'eau, j'espère avoir l'occasion de croiser de nouvelles espèces d'animaux. Ces étangs sont comme des oasis pour la vie sauvage, et à mesure que la journée avance, je me dis que je devrais bientôt croiser de nouveaux visiteurs venus boire. Et voilà, en bas, plein d'animaux, le spectacle de la vie sauvage, un écosystème parfaitement préservé et protégé. C'est juste beau. Les guanacos sont encore plus nombreux par ici. C'est leur grand nombre qui a permis le retour du puma, auparavant repoussé dans les montagnes. Car c'est bien le guanaco sa proie favorite. Cela dit, pas facile d'attraper un animal de plus de 100 kg et qui court à 50 km/h. Le temps passe, mais alors que la lumière commence à baisser, des animaux à l'allure familière apparaissent devant moi. Sur le chemin là, je viens de croiser 3 renardeaux. C'est un renard typique d'ici. Donc je vais essayer de les approcher, de les photographier. On va voir ce qu'il en est. Je fais vite. Les renards vont pas rester. Ça n'a duré que quelques secondes. Les petits renards gris de Patagonie s'éloignent déjà. Mais j'ai obtenu ce que j'espérais.
Torres del Paine, littéralement les tours de bleu. Pour les Tehuelche, ancien peuple nomade de Patagonie, Paine faisait référence à l'aspect bleuté des trois torres à l'horizon. En ce qui me concerne, à mesure que la journée se termine et que les nuages descendent, ces trois cimes culminant à 2800 mètres s'imposent sans débat parmi les montagnes les plus impressionnantes que j'ai pu voir. Et maintenant, une nouvelle journée s'achève sur la Patagonie. Il est temps de quitter les steppes de l'Est pour se rendre au sud. Demain, j'ai rendez-vous avec les maîtres du ciel. Le sud du parc. C'est là que les massifs viennent s'échouer dans d'immenses lacs nourris par la fonte des glaciers. Le paysage, lui, a sensiblement changé. Les vastes plaines herbeuses et arides ont laissé place aux collines parsemées d'arbres. Nous, on va tout là-haut, sur la colline. Cette zone porte les stigmates d'incendies dévastateurs, s'étant produit il y a 15 ans et réduisant en cendres des dizaines de milliers d'hectares de forêts magellaniques. Bon, ben voilà. Un paysage absolument fou. Et un emplacement intéressant pour photographier le Condor. Puisqu'on est juste au sommet de la colline et les courants d'air, une fois de plus, risquent d'être utilisés par les oiseaux et donc on risque de les voir s'approcher très près. En attendant les condors, le belvédère offre un magnifique point de vue sur les Cuernos del Paine, célèbre pour ses formes singulières et le changement brutal de couleur entre roches magmatiques plus claires et sédimentaires plus sombres. Créé par la remontée de magma il y a 12 millions d'années, ce massif est l'un des plus jeunes de la planète. On y est. Le soleil a suffisamment chauffé l'atmosphère et les vents sont désormais assez puissants. Au loin, les premiers condors commencent à arriver. Cet immense rapace peut peser jusqu'à 15 kilos et il a besoin des vents violents de Patagonie pour parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de carcasses. Sur ma colline, je suis à peu près à leur hauteur, mais encore faut-il qu'ils viennent voler par ici. Les heures passent, et l'après-midi avance. Et enfin, les premiers condors approchent pour survoler mon secteur. C'est un beau début, mais celui-ci est trop haut. Ce que j'espère, c'est que l'un d'entre eux arrive à ma hauteur et plane devant les montagnes pour avoir le condor dans son univers. D'autant que maintenant, la lumière commence à devenir de plus en plus belle. Et la chance semble être de mon côté. D'autres condors arrivent. Ils viennent des montagnes. J'y suis presque.
La dernière journée est en train de s'achever. J'ai obtenu les photos que j'espérais et les condors ont offert un beau spectacle. Maintenant, il est temps de faire la dernière photo. Bon écoutez, c'est la fin de la journée, de cette dernière journée. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi avoir réussi à rendre hommage à ce lieu qui est quand même absolument incroyable. Et puis je vous dis à une prochaine fois. À très bientôt. Salut.